Alors, je l'ai dit, notre deuxième session s'intitule Le calme après les tempêtes. Où en est-on de la sécurité dans les Outre-mer? Vous aurez la possibilité, au terme de cette session, voilà, merci de passer devant la caméra, de poser vos questions, soit en scannant le QR code qui vous a été remis, soit en vous rendant sur le site menti.com si vous nous suivez en streaming et vous entrez le code 83 41 39 00. Alors, vous le savez, la question sécuritaire a fait les gros titres au cours des dernières années dans divers territoires ultramarins. Par exemple, à Mayotte, secoué par de violents soubresauts, ou en Guyane, avec des clandestins orpailleurs, voire encore les tensions sociales exacerbées dans les Antilles. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Comment faire pour ramener le calme et éviter de nouvelles crispations? On en parle tout de suite avec Mansour Kamardine, député de Mayotte. Je vais demander de nous rejoindre, puisqu'il y a déjà monsieur le préfet Thierry Kefelec, préfet de Guyane, en place, et c'est Nicolas Bastuc, qui est rédacteur en chef Société au Point, qui modérera cet échange sous vos applaudissements nourris, mesdames, messieurs. Mayotte débordée par la violence des bandes armées, 15 fois plus de meurtres en Guyane que sur le continent, un trafic de drogue et des filières d'immigration que plus personne ne semble vraiment contrôler, des barbelés pour protéger les écoles de Mamoudzou, qui cohabitent avec le plus grand bidonville d'Europe, derrière les lagons, comme disait Monsieur le Ministre, et les décors de cartes postales, la violence, les armes, la criminalité, la poudre, les passeurs, les orpailleurs, des tensions de plus en plus vives. Alors, pardon pour ce tableau un peu apocalyptique, j'espère, messieurs, que vous allez l'adoucir. En tout cas, voici le thème de ce premier débat, en effet, le calme après les tempêtes. Où en est-on de la sécurité dans les Outre-mer? Et pour en parler, Monsieur Mansour Kamardine, bonjour monsieur, vous êtes député de Mayotte, député LR, je précise, et puis monsieur le préfet de Guyane, Thierry Kefelec. Alors, vous avez entendu le ministre, qui n'a pas minimisé les problèmes, et qui en même temps a apporté un souffle optimiste. Est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire monsieur Darmanin? Et pour vous en particulier, monsieur Kamardine, allez-vous voter le texte, on parlera d'immigration, que le ministre de l'Intérieur a présenté hier sur l'immigration en Conseil des ministres? Bonjour d'abord la salle, et merci de m'y avoir convié pour écouter aussi la détresse de Mayotte, parce que c'est de cela dont il s'agit. Je voudrais aussi dire un très grand merci à monsieur le ministre Darmanin, qui a eu des mots très forts, extrêmement forts pour Mayotte. D'abord une analyse juste de la situation, mais aussi cet espoir que Mayotte peut être un joyau demain pour la France. Les Outre-mer sont les têtes de pont de la France dans les régions où nous nous trouvons, parce qu'avec fierté, on affirme ici ce qui est une réalité, que la France est le territoire ou le pays où le soleil ne se couche jamais, en raison de nos collectivités ultramarines. Mais encore faut-il qu'on accepte de s'en occuper. Il se trouve que malheureusement, les politiques sont en dents de scie outre-mer, ce qui fait que souvent les choses ne vont pas, les attentes des populations ultramarines ne sont pas toujours prises en compte, ou elles sont prises en compte avec retard. Et donc c'est tout ça, et on le voit, les questions d'immigration, de violence à Mayotte, ce ne sont pas des questions qui sont venues là maintenant, mais qui ont été amplifiées ces 10 dernières années, parce que on a sans doute considéré que ce n'était pas des sujets majeurs. Il a fallu qu'il y ait les scènes que vous avez décrites pour qu'effectivement on comprenne que c'est des sujets, et M. Darmanin nous donne le sentiment de prendre ce problème à bras-le-corps. Il est venu même passer le nouvel an avec les forces de l'ordre à Mayotte pour mieux comprendre les situations. Alors oui, on peut avoir espérer que les choses s'amélioreront, mais aujourd'hui encore, les choses sont assez difficiles, parce qu'on a des hordes de personnes qui sont là, on ne sait pas comment elles sont là, et qui essaient de dicter leurs lois par rapport à la République, bref, à défier la République. Et c'est en cela que ce n'est pas acceptable. Ça a beaucoup de conséquences, parce que ça conduit
des Mahorais à fuir leur territoire et ce faisant, laisser encore plus de place à l'immigration. Et je vais saisir cette occasion, cette tribune pour vous dire les uns les autres, chers compatriotes ici présents et ceux qui nous regardent, ne sous-estimons pas les problèmes d'immigration. Vraiment. Moi, je suis un grand lecteur du camp des saints parce que j'ai l'impression que ce qui a été décrit par cet auteur il y a 4 décennies, c'est ce qui se produit aujourd'hui. Alors l'immigration, c'est un problème majeur, on va y revenir assez longuement tout à l'heure, à Mayotte, en Guyane aussi. Sur le texte que va défendre M. Darmanin, est-ce que vous l'avez lu? Est-ce qu'il vous semble équilibré? Est-ce que vous allez soutenir le ministre dans ce projet? Ou est-ce que vous considérez, comme M. Retailleau ce matin dans le Figaro, qu'on ne combat pas, je le cite, on ne fait pas la guerre aux passeurs avec des pistolets à eau? Alors comment vous allez vous situer dans ce débat qui s'annonce agité, vous qui êtes dans le camp de la droite, donc des Républicains? Oui, bien sûr. Je suis républicain, je vous assure. Dans tous les sens du terme. Il y a aucune difficulté. Non, le projet vient d'arriver. Le projet ne concerne pas Mayotte. Si le centre de votre question, c'est de me demander... Sur l'esprit, la philosophie du projet. La philosophie, elle va dans une bonne direction. J'ai eu l'occasion de porter, c'était au début de décembre, de porter un projet, une PPL, une proposition de loi qui a été initiée par les LR. Et en tant que rapporteur, j'ai été amené à auditionner monsieur le préfet et le préfet de la Guyane, le préfet de Mayotte et le préfet de Paris. Voyez-vous, c'est les grands centres, si vous voulez, des mouvements de population. Et on était tous amenés à identifier des publics qui étaient quasi inexpulsables, ou quasi reconduits à la frontière à raison de nos législations. Il se trouve que dans le projet de M. Darmanin, il tente, qui est un projet qui sera applicable, disons, sur l'ensemble du territoire de la France, à l'exclusion de Mayotte, parce que les dispositions qui sont contenues dans ce projet sont bien en deçà de la situation de Mayotte. Le président de la République a reconnu que la situation de Mayotte est particulière et qu'à une situation particulière, il faudra probablement des mesures particulières. Mais en l'état, compte tenu des orientations qui sont faites, c'est un sujet que je pourrais être amené à voter à partir du moment où j'ai conscience que les sujets sont très complexes. Il l'a dit là tout à l'heure, ce n'est pas des sujets qu'on règle à un claquement de doigts. À chaque fois qu'on pourra avancer, et puis même au sein même du Parlement, on voit, il y a des collègues qui sont aussitôt électricisés quand on évoque les sujets migratoires, alors que c'est des sujets, encore une fois, par l'expérience que je connais et je vois le désastre que ça cause. Bonne nouvelle pour M. Darmanin ce matin, il a déjà gagné une voix dans je crois le camp des... Il l'attendait pas presque forcément. Gagné. Alors, Monsieur le Préfet, je ne vais pas vous demander si vous allez voter pour ce texte. Vous n'êtes pas législateur. Est-ce que vous le soutenez? J'imagine que oui. Est-ce qu'il vous semble équilibré? Parce que effectivement, et Monsieur le Ministre l'a rappelé, l'immigration, c'est un sacré problème aussi en Guyane, avec de nouvelles filières qui nous viennent de Syrie, d'Afghanistan, avec un grand voyage via le Brésil. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte, non pas en tant que préfet, mais comme citoyen? Est-ce que vous allez le défendre aussi dans votre région? Alors, comme citoyen, je ne m'exprimerai pas. Comme Oui. préfet, je peux m'exprimer. Oui. Et sans faire un scoop, il sera appliqué. Oui. Donc, vous voyez bien, non pas la prudence, mais la qualité, après le suffrage universel, qui s'exprime, de mettre dans des territoires qui sont complexes, des lois qui sont adaptées, car la Guyane est prise en compte aussi dans cette logique. Il y avait une audition du Parlement à laquelle les préfets répondent naturellement et racontent un peu la vie de l'immigration. Monsieur le ministre a évoqué, il connaît parfaitement la Guyane, a fait plusieurs séjours, et on lui montre le concret, les filières. Sur 2 ans d'expérience que j'ai de la Guyane, on voit bien qu'il y a une écoute vers le gouvernement des problèmes des préfets et de dire à un moment donné, j'ai besoin de telle donnée, et après on sait faire, et on est aussi sur des objectifs, sur des résultats. Les résultats après 2 ans, c'est une demande d'asile qui est montée très très fortement en Guyane et avec des surprises. Après avoir quitté le Pacifique, la première question des élus de contact était de me dire il faut régler la situation des Syriens à Cayenne. J'étais un peu surpris. Connaissant un peu la géographie du monde, je me suis étonné. On l'a traité après tout en comprenant, avec aussi le réseau des ambassades, de voir que des gens sous pression, et actuellement nous avons des Syriens, des Afghans, avec Druz, Hazaras, Les Palestiniens. et même
des Marocains sur le conflit du Sahraoui. Donc on voit la Guyane, terre d'avenir, terre de France, récupère les douleurs du monde, ce qu'exprime le ministre, et se dirige vers la Guyane, évite la Méditerranée, évite sur des réseaux de passage, très simplement, et qui se dupliquent. Sorte de grandes autoroutes de l'immigration, peut-être plus sécurisées, qui prend peut-être plus de temps, qui coûtent un argent différent donné aux passeurs, parce que c'est aussi une économie. C'est depuis Damas, le Liban, Sao Paulo, avec un accueil aussi brésilien, où des fois les gens cherchent à rejoindre le Canada, cherchent à rejoindre aussi les États-Unis, mais ils cherchent aussi à rentrer en France, ne resteront pas en Guyane. Oui, Immigration de passage, et ensuite vont rejoindre les diasporas, Europe du Nord et France. Avec un sacré détour, hein. C'est une C'est un porte détour d'entrée, oui. qui est plus sécurisé. On sait que la Méditerranée n'est pas simple à franchir. On sait aussi qu'il y a la protection du cadre de l'Europe et utilise un peu ce modèle, qui est un modèle qui est onéreux pour eux et qui après est aussi assez bien organisé, une sorte de prestation de l'immigration clandestine. Nous travaillons évidemment avec les Brésils, avec les réseaux des ambassades, ces visas dits humanitaires qui sont de la politique du Brésil. C'est quand même un État de 216 millions à côté d'une Guyane à 300 000 personnes. Il n'y a aucun rapport de force. Mais en même temps, ce que l'on veut dire, c'est qu'il y a cette notion sur laquelle on subit, mais la notion d'humanité, de fermeté est totalement appliquée en Guyane. Et pour faire très très simple, sur 2 ans, 140 lits de demandeurs d'asile, on est à plus de 1040 pour être très précis. C'est un budget de 1,4 million d'euros à plus de 7,9 millions d'euros. Donc on voit bien que l'attention du gouvernement est là pour répondre aussi aux besoins des préfets et d'avoir ce poids qui pèse sur la Guyane. Pour autant, celle-ci, vers Haïti, vers le Suriname, vers le Brésilien, c'est gérer une immigration assez classique, incorporée, mais qui renforce aussi des squats avec un habitat insalubre, qui est aussi une des conséquences que l'on veut bien reconnaître et surtout que l'on peut voir. Alors, mon excellent confrère Michel Revol, journaliste au Point, s'est rendu à Mayotte il y a 2 mois et il est revenu de Mayotte avec un récit tout à fait glaçant. Je voulais vous en lire un petit extrait. Un peu partout sur les bords des routes, les restes de voitures calcinées disent la sauvagerie qui règne sur l'île. Il y a quelques jours, un bus scolaire a été pris d'assaut par une bande. Cette fois, il n'y a pas eu de mort, mais 4 blessés et un chauffeur terrorisé. Les habitants se terrent chez eux dès la nuit tombée. Aucun lieu n'est sûr la nuit et dans la journée, les routes elles-mêmes deviennent dangereuses. Rien ne les arrête, remarque effaré un policier de Mamoudzou. Ces jeunes n'ont aucune règle, aucune morale. Un regard de travers, un téléphone portable peuvent conduire au meurtre. C'est une violence bestiale, gratuite et incompréhensible. Alors, monsieur le député, qui sont ces jeunes sans règle ni morale que décrit Michel Revol, et est-ce que vous vous reconnaissez dans ce tableau parfaitement apocalyptique? J'aurais pu écrire ces mots et je n'ai rien à retrancher, je persiste et signe. Je crois que ce qui est dit là traduit la réalité du terrain, la réalité du vécu au quotidien des Mahorais. Et c'est vrai que Mayotte aujourd'hui, il n'y a plus de vie nocturne. Quand le ministre est venu, il y a une petite anecdote, il est venu donc à la Saint-Sylvestre, il rencontrait les militaires, donc il m'a fait l'amicale invitation pour me dire venir passer un temps avec eux. Je lui ai dit, monsieur le ministre, c'est très sympa, mais ma femme n'y est pas du tout favorable parce qu'elle veut m'avoir encore en vie. Si vous m'envoyez un corps de gendarme pour me prendre et me ramener, je viens. Si je dois venir par moi-même et rentrer, je ne viens pas. Et du coup, je ne peux plus me joindre à toute l'équipe tellement ça fait peur. Donc tout ce qui est dit, c'est vrai. Maintenant, d'où vient tout ça? C'est tout simplement là aussi où on est à la faiblesse d'un certain nombre de dispositifs que nous avons mis, des politiques publiques que nous avons mis en place et qui sont totalement inadaptés à la situation. Un, c'est la question de l'obligation scolaire à 16 ans. Et j'ai été, je le dis très... Vous aviez défendu cette... J'ai été l'un des acteurs, notamment dans la législature 2002-2007 avec Chirac. J'ai défendu l'extension à Mayotte du code de l'éducation nationale et donc de l'obligation scolaire parce que je considère que c'est effectivement une liberté, une avancée, une question d'égalité des chances. Et là, vous le regrettez? Malheureusement, je le regrette parce qu'il y a un détournement de ce dispositif, car aujourd'hui, on peut être en juin, voir un kwassa qui part. Le kwassa, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petites barcasses, des petits bateaux qui sont censés faire de la pêche côtière
dans lequel on met, alors que le maximum c'est 7 personnes, on peut en embarquer une trentaine, donc on les envoie un peu à la mort. S'ils tombent dans l'eau, qu'il y reste pour ces criminels qui organisent tout ça, tant pis, s'ils arrivent à destination, ben, ils seront là-bas. Et donc quand on est parent aux Comores, on met son enfant dans un kwassa, parce qu'il y a un voisin, une connaissance qui part, pour qu'il sera accueilli là-bas par le cousin, le voisin du village. Et il est accueilli au bout d'un certain temps, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il est livré à lui-même et du coup il devient, on le retrouve dans la rue à caillasser les policiers, à caillasser ou même à prendre des machettes pour monter dans un bus, à aller tuer un gamin qui va à l'école et qui demande juste d'aller à l'école. De telle sorte qu'aujourd'hui, quand on est parent, pendant tout le temps où votre enfant a quitté le domicile pour aller à l'école et revenir, vous avez la boule au ventre parce que vous ne savez pas s'il reviendra sain et sauf, vous ne savez pas si on viendra vous appeler en disant qu'il a été tué ou ainsi de suite. Et il a dit, le vol du téléphone peut conduire à l'atteinte à la vie d'un gamin. Donc ce sont tous ces jeunes-là qui sont complètement abandonnés, qu'on retrouve, et des gens qu'on régularise, et il y a une grosse part de responsabilité des Mahorais qui participent à ce mouvement. Donc c'est tout ça, en réalité, la gangrène a tellement pris, il faudra beaucoup de temps, mais il faudra aussi beaucoup de fermeté que j'ai commencé à sentir, y compris du côté de la justice, pour la saisie des biens immobiliers qui les hébergent, des choses comme ça. C'est par ces biais-là qu'on arrivera probablement à endiguer le phénomène. Alors, monsieur le préfet, un couvre-feu de fait à Mayotte, des convois scolaires caillassés, le maire de Mamoudzou qui fait dresser des barbelés pour protéger les écoles. Alors, en France, Jérôme Fourquet parle des territoires perdus de la République lorsqu'il évoque ces territoires de la périphérie des grandes métropoles. Là, ce serait plutôt les territoires désespérés de la République. Est-ce qu'on est encore, quand on vit ce que décrit monsieur le député, est-ce qu'on est encore en République? Et est-ce qu'en Guyane, vous connaissez des difficultés, une situation aussi chaotique? Alors, je vais peut-être vous étonner, en Guyane, les chiffres de la délinquance baissent, sauf 2 points noirs qui ont été évoqués par le ministre. Cambriolage, atteinte aux personnes, vraiment des baisses significatives. Qui sont les homicides volontaires, sauf 2 points noirs, oui. Les homicides volontaires qui sont très très hauts et qui ont été expliqués, puisque je l'avais expliqué au ministre. Ils sont encore plus hauts. Mais pour faire très simplement, cette année, c'est 52 personnes qui sont abattues. On va dire 50% sont sur la voie publique. Il peut y avoir des contrats avec des factions brésiliennes qui sont très présentes, où les gens agissent dans les contrats professionnels qu'on peut tout à fait imaginer. Il y a une culture, je vais dire, être un peu du flingue, c'est-à-dire que le pistolet là-bas est roi. On a très peu d'armes automatiques, mais le pistolet, et qui fait que lorsqu'on peut tirer dans la rue, ça ne va pas très loin, et peut-être même heureusement. Sur ces 26 personnes, ce qu'on appelle le crapuleux, il y en a 7 qui décèdent en forêt. Parce que nous avons aussi des missions harpies où tous les jours, nous avons 50 gendarmes et 200 marsouins ou légionnaires qui exercent la mission du contrôle. On pourrait y revenir sur la mission de repaillage. Et les 26 autres, et c'est ça sur lequel on doit travailler comme sur les autres, ce sont les violences intrafamiliales. Elles sont très très fortes, ce que j'appelle les 2 points noirs, qui montrent que lorsqu'il y a 2 féminicides sur les 26, 2 nourrissons, vous voyez, c'est des choses qui sont très prégnantes. Et sur les tentatives d'homicide, elles sont aussi très très fortes. Parce qu'il y a la notion, sans être un tableau Excel, il y a le stock, ce que l'on compte aujourd'hui, si on parle, et après il y a la machine de production, c'est sur celle-ci sur laquelle il faut faire, et c'est tout le travail aussi de l'éducation, c'est le travail qui est fait. Nous avons 9000 bébés français, guyanais, qui naissent chaque année. Il faut tout préparer ce parcours. Car la Guyane, peut-être on l'oublie, un petit peu aussi comme Mayotte, il y a une démographie, non pas galopante, il y a une démographie naturelle. Dans 10 ans, il y aura à peu près 100 000 Guyanais de plus qui seront présents. Donc il va falloir les faire naître, les éduquer, ce parcours de scolarité, création de la valeur ajoutée aussi sur l'économie. Sinon, on aura toujours ces systèmes-là, mais dans un environnement aussi lié un peu à l'Amérique latine. Et pour faire un chiffre simple qu'avait rappelé le ministre, 1,2 en France, 11,2 en Guyane, 22,8 au Brésil. Donc on voit bien qu'il y a l'environnement, mais qui n'est pas acceptable. Et on y travaille. Et le travail qui est fait avec des forces qui ont été renforcées en Guyane, ouverture du RAID, un 7e escadron, un travail qui est parfaitement,
je dirais, maîtrisé, qui demande beaucoup d'heures de travail aussi de nuit pour nos policiers, forces de sécurité intérieure, fait que les autres chiffres baissent et d'une façon assez flagrante. Pour autant, si on peut être content que les violences sexuelles sont stables en Guyane, elles sont un peu comme les homicides à très haut niveau dans une sorte de classement lié à l'Hexagone. Donc attention, ne pas s'emballer de dire un territoire de la République qui se reconquiert, oui, mais qui est encore très très fort en très grande hauteur. En tout cas, le travail est là, il est précis, et on doit travailler aussi sur cette machine sociale de la production de la délinquance, qui est aussi une des tâches que je peux avoir avec le reste des services de l'État. Alors, Monsieur Kamardine, vous le dites sans détour. Vous n'utilisez pas la langue de bois. Non, la cause de cette délinquance et de ce chaos, la cause première, c'est l'immigration, en tout cas l'immigration clandestine. Et il faut lutter beaucoup plus fermement. Vous sembliez dire tout à l'heure qu'il fallait presque un régime un peu dérogatoire pour Mayotte, avec une remise en cause du droit à la scolarité, peut-être une remise en cause de l'accès aux soins pour tous. Et vous allez encore plus loin, puisque vous évoquez, vous allez sur le terrain très glissant, en tout cas mineux, du droit du sol que vous souhaitez partiellement ou totalement remettre en cause sur ce territoire particulier, sur ce confetti qu'est Mayotte. Alors, d'abord, je voulais rebondir sur ce que disait Monsieur le Préfet. Mayotte, c'est 11 000 naissances par an, la plus grande, la première et plus grande maternité de France. Oui. Mayotte, c'est 75% des naissances. C'est le fait de parents, de mères d'origine étrangère. 75%. Et quand il y a 10 000 naissances, il faut se dire qu'il y a 2500 naissances de Français et les autres sont des étrangers. Ensuite, comme vous avez dit, oui, la délinquance à Mayotte, les violences sont le fruit. Ça ne veut pas dire que chez les Français de Mayotte, il n'y ait pas de délinquance. Chaque territoire a ses propres délinquants. Mais si vous prenez les délinquants mahorais et vous rajoutez les délinquants venus d'ailleurs, ça fait un cocktail explosif. Et donc ça fait pour Mayotte, oui, la délinquance à plus de 80%, la délinquance est le fruit des personnes d'origine étrangère et clandestine. Et ça se mesure assez facilement, il suffit d'interroger les chiffres de la maison d'arrêt, ils sont dans les proportions que je vous viens de vous indiquer, il suffit d'interroger les chiffres, voilà, et donc oui, il faut à des situations particulières, il faut des politiques publiques dérogatoires par rapport à ce qui se passe en droit commun. 52% de la population à Mayotte est d'origine étrangère. Les Mahorais sont en minorité sur ce territoire. C'est la seule région de France où on rencontre cette situation. Donc il faut, comme je l'ai dit, je pense personnellement, il faut réfléchir à amender le droit à la scolarité pour tous, et notamment, mais ça suppose également d'autres mesures derrière, notamment de pouvoir convenir avec les Comores que lorsqu'on a des enfants dont les parents ne sont pas à Mayotte, pour envoyer un message clair aux Comoriens, qu'il y ait une possibilité de pouvoir les ramener à leurs parents, mais aussi parce que ces enfants viennent, parce qu'il n'y a pas d'école aux Comores, probablement que dans le cadre de la coopération, qu'on puisse développer une scolarité là-bas, leur donner la possibilité d'aller à l'école. La deuxième chose, la deuxième direction, c'est effectivement l'accès à la santé. Moi, je suis tout à fait d'accord, parce que je suis aussi humain, lorsque nous avons des patients dont la vie peut être mise en cause, ils peuvent, on doit pouvoir les soigner, les prendre en charge. Mais lorsqu'on vient pour des céphalées, uniquement parce qu'on peut avoir l'aspirine gratuite à l'hôpital, je crois que là aussi, il faudra que nous réfléchissions, parce que les gens viennent pour l'hôpital, les gens viennent pour l'école, et puis les gens viennent aussi pour autre chose. Donc, il faut s'attaquer à ces choses-là, et notamment à la question du droit du sol. Oui, pendant très longtemps, dans des débats, parce qu'ici, on aime bien débattre sur des sujets, même quand il n'y a pas forcément matière à débat, mais on aime toujours débattre, c'est bien, parce que nous sommes... la liberté d'expression est une liberté constitutionnellement garantie. Et on a débattu depuis 2005 sur l'opportunité ou non de déroger au droit du sol, notamment outre-mer et singulièrement à Mayotte. Et on avait des belles âmes qui disaient « Ah, c'est anticonstitutionnel ».
Le Conseil constitutionnel a dit que ce n'était pas forcément anticonstitutionnel, il y a dérogé. Moi, je considère pour ma part que cette situation particulière à Mayotte nous conduit à des mesures exceptionnelles. Parmi ces mesures exceptionnelles, la possibilité de déroger au droit du sol. Et j'ajouterai, encore une fois, je verse dans le débat, le droit du sol à Mayotte est très récent. Le droit du sol à Mayotte a été fait par Pasqua avec ses lois de 1994, 1993, 1984. Jusqu'ici, le droit du sol n'existait pas. Donc, si ce n'est pas un droit constitutionnellement garanti, c'est un droit modulable qui laisse au législateur la possibilité de l'aménager. Je souhaite effectivement que nous allions dans cette direction-là pour décourager celles et ceux qui pensent qu'ils pourront avoir un enfant français lorsqu'il sera né à Mayotte, vivre dans la clandestinité pendant un peu plus d'une dizaine d'années. Ensuite, l'enfant accède à la nationalité et qu'on sort du bois, qu'on va dire. Je suis parent d'enfant français, je ne peux pas être reconduit parce que l'enfant, c'est le seul territoire, la France, où on a cette législation. Parce que moi, si monsieur le préfet est nommé ambassadeur à Moroni, il partira avec ses enfants. Et ses enfants seront à l'étranger, ça ne posera aucun problème. Et a fortiori, un étranger qui a un enfant français, qui on demande de rentrer dans son pays, il prendra son enfant et quand cet enfant sera plus grand, c'est un enfant français, il pourra revenir. Ça ne pose aucun problème. Une question pour terminer à Monsieur le Préfet, le temps tourne, j'aurais 1 milliard de questions à vous poser, mais est-ce que vous faites, pour vous, il y a une corrélation aussi évidente que celle que souligne Monsieur le député Kamardine entre immigration clandestine et délinquance, d'une part, et d'autre part, s'agissant de ces nouveaux réseaux qui passent par le Brésil, qui semblent être très libéral, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la délivrance de passeports humanitaires, etc. Pourquoi est-ce que les procédures ne sont pas menées au Brésil, dans un consulat par exemple, et pourquoi est-ce que c'est en Guyane où on manque d'infrastructures, où les CADA n'ont pas assez de place, etc., que les dossiers sont instruits très rapidement? Alors très rapidement, déjà, il n'y a pas de CADA outre-mer, c'est une base de réflexion qu'il peut y avoir. Oui, mais il n'y a pas non plus de place pour accueillir les demandeurs d'asile dans l'attente de... Dans l'attente, on monte, ce que je vous disais, on a multiplié par 10 la capacité. Oui. Et on est encore en train de l'ajuster. Il y a cette notion de demandeur d'asile, si vous voulez, qui est très importante pour la République. Alors il y a des excès, c'est évident. Mais dès lors que la personne, c'est un statut qu'est demandeur d'asile, et on applique la loi, rien que la loi, avec aussi la logique d'économie de moyens et évidemment d'investigation. La Guyane, à la différence de Mayotte, ce n'est pas une île, elle est incluse, et c'est les plus grandes frontières de la France. C'est 1400 km de frontières fluviales, l'Oyapock, l'Amazone, et avec des moyens. À peu près, il y a à peu près 10 000 personnes qui sont, ce qu'on appelle les non-admissions, qui sont repoussées à partir des frontières, parce que justement, on a demandé des moyens, ce qu'on appelle des intercepteurs, et non pas une pirogue avec un petit moteur. On s'est mis au diapason de ce qui était en face de nous. Donc il y a autour de ça. Il n'y a que 2800, voire 3000 admissions depuis 2-3 ans sur la demande d'asile qui est traitée comme telle. Donc on voit bien qu'entre 9 000 enfants qui naissent, 3 000 personnes et un vrai contrôle des frontières, parce que c'est plus simple d'avoir des frontières terrestres. C'est différent évidemment à Mayotte où c'est une autre conception et on s'aperçoit que la demande d'immigration et les logiques sont différentes de territoire en territoire. On est obéi au ministère des Outre-mer et chaque territoire s'apprécie comme tel et c'est important. On ne peut pas faire un grand coup de ripollinage et de dire Outre-mer on va le régler ainsi et on s'adresse aux préfets, aux députés, enfin au suffrage universel des gens qui représentent les territoires pour trouver des solutions adaptées dans le cadre de la République. La demande d'asile est ainsi faite. Je vois que Boris s'approche. Oui. Il nous reste 5 minutes. En général, c'est pas bon signe quand je m'approche. Mais ce qui est bon signe, c'est que vous avez été nombreuses et nombreux à poser des questions. On va être évidemment dans la continuité du débat qui nous a animés jusqu'à présent. La première, les questions sont plutôt cash, je pense que ça va vous plaire. Est-ce que vous êtes favorable à l'arrêt des instructions de demande d'asile, à la fois à Mayotte et en Guyane? C'est un problème politique. Fonctionnaire comme préfet, on fait ce que le suffrage universel tranche. Mais globalement, la République a toujours... Comment imaginer que la demande d'asile soit retirée sur un département de 1946 ? Donc ça, c'est le travail. Et après, il y a ceux qui aiment le buzz, mais on parle de chiffres, de conscience, un petit peu, non pas politique, mais de conscience des travaux faits. 10 000 personnes cherchent, il y en a 2400 qui passent. C'est dans le sens, le reste, c'est
repoussé, et avec un travail qui est fait. Ce qui a surpris, c'était pas d'avoir des Haïtiens, des Brésiliens, autre chose, c'était d'avoir des gens du Moyen-Orient, des territoires que l'on n'imaginait pas en Amérique latine. On est en train de régler ça, et on le voit dans le travail. Alors c'est long, c'est 2 ans de travail, mais on a des résultats en tout cas, probants. Même question. Moi, je suis très fier de savoir que j'appartiens à un pays où on peut tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, notamment dans le cadre du droit d'asile. En revanche, comme en Guyane, nous constatons à Mayotte des réseaux qui se développent à partir de l'Afrique des Grands Lacs, qui passent par Moroni et qui atterrissent à Mayotte. Moi, je me pose une question, aussi bien d'ailleurs dans l'instruction des primo-demandes de droit d'asile que des primo-demandes de titre de séjour. Je me pose la question, pour les demandeurs de droit d'asile, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable qu'on puisse demander à nos chancelleries, par exemple ceux qui viennent des Grands Lacs, qui s'arrêtent à Moroni, puisqu'ils sont accueillis à Moroni, qui s'arrêtent à Moroni, qu'ils se rendent à l'ambassade de France à Moroni pour déposer leurs demandes, on les instruit, et en fonction des résultats, on puisse les admettre ou pas les admettre. Alors, ce qui est intéressant, Monsieur Kamardine, c'est qu'on va prendre une autre question qui va dans votre sens. Quel modèle de coopération avec les pays alentours ou autres pour réduire l'attractivité des territoires français? Nous avons, s'agissant des Comores, parce que c'est là où je le connais mieux, et d'autant que je suis le président du groupe d'amitié France-Comores, nous avons demandé dans la précédente législature la mise en place d'un véritable programme de développement de la coopération entre la France et les Comores. Et nous avons débloqué 150 millions sur 3 ans, là où on aurait pu débloquer que 21 millions. Donc on voit bien qu'il y a une réelle volonté de coopérer, d'encourager les populations à rester sur place en apportant des réponses aux mobiles qui les conduisent à venir. L'éducation, la santé, le développement économique, agricole. Et puis, donc, là, on est en phase de regarder dans quelle mesure les acteurs économiques locaux, ceux qui sont dans la grande distribution, par exemple, puissent nouer des relations avec les producteurs comoriens de façon à favoriser. D'ailleurs, on verrait bien qu'aujourd'hui, c'est très moderne, c'est très politiquement correct. Réduire les circuits de distribution, ce serait des circuits courts et qui seraient profitables à tout le monde. Allez, très très rapidement, une dernière question un petit peu audacieuse. Pourquoi l'État ne diminue pas la durée du RSA pour dissuader les gens de reprendre un emploi? Alors j'imagine que c'est plutôt pour inciter les gens à reprendre un emploi. Voilà, agir sur le levier du RSA, bonne, mauvaise idée? Avec des taux de chômage de 30 à 40% quand même. On parle de Mayotte, la question. Non, c'était en général. En général. C'est un vieux débat où il y a ceux qui considèrent que il faut continuer à aider, et ceux qui considèrent comme moi, dans notre philosophie politique, que le travail doit être le moteur essentiel de l'économie, de l'intégration sociale. Alors il faut trouver un niveau. La vraie difficulté, là je le vois à Mayotte, c'est que malheureusement, on n'a pas encore la magie par décret des emplois. Donc il faut peut-être développer l'économie, les infrastructures porteurs d'avenir, de développement durable, pour créer les emplois et permettre à nos jeunes de travailler. À ce moment-là, je pense qu'on n'aura pas besoin de RSA. C'est dans cette direction-là, moi, que je réfléchis. Merci beaucoup. On peut applaudir nos invités. Merci pour la qualité de vos échanges.